Très chers téléspectateurs, bonjour, merci de nous suivre et bienvenue en direct des plateaux de la Mwana Mongala TV depuis Kinshasa. Nous avons un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de recevoir pour vous Maître Emma Bosumbe. C'est un maître avocat, il va devoir se présenter juste après quelques secondes, il va nous expliquer ses qualités et donc son barreau et ainsi de suite. Alors aujourd'hui avec Maître, on va parler de plusieurs points, notamment on abordera les premiers points sur les génocides à Kisangani pendant la guerre des 6 jours. Génocide par lesquels Maître Emma n'accepte pas, selon lui, il n'y avait pas de génocide pendant la guerre des 6 jours à Kisangani. Et le deuxième point, on va parler en ce qui concerne la justice de notre pays et de notre Congo. Le ministre de la Justice n'a pas ce pouvoir de suspendre les magistrats. C'est ce qu'avait dit Maître Emma Bosumbe. Il va nous expliquer, il va nous parler de plusieurs choses. Et aussi, on va boucler sur la province de la Mongala où l'on nous signale que les jeunes sont coiffés involontairement et les colas des jeunes filles sont déchirées. Alors, on va écouter avec vous ensemble les points de vie de Maître Emma Bosumbe qui est déjà avec nous au plateau. Ça peut tarder, Maître. Bonjour et merci d'honorer notre invitation. Ouais, bonjour, cher Isaac, merci beaucoup. Une fois de plus, on dirait des plateaux de la Mwana Mongala TV. Vous êtes maître avocat. Donc, après avoir publié la fiche d'annonce, plusieurs internautes ont posé la question, il a étudié où, il est qui est Maître Emma Bosumbe? Vous avez quelques minutes, quelques secondes pour répondre à ses occupations. Ah ok, merci beaucoup. Je suis avocat et jurisconsulte en même temps. Et c'est ça que je peux dire. Hein. Je pense que j'aime pas trop parler de moi. Sinon ça serait, je peux dire que bon, je n'aime pas trop parler de moi. C'est juste répondre aux préoccupations. Maître de quelle université? De l'Inikin, de l'Inimba, il est de l'ILB Bumba et je sais pas. Donc comme je l'ai dit tantôt, autrefois j'ai fait l'UCC et voilà, j'ai fait les études de droit, j'ai fait les droits internationaux publics. En tout cas. Voilà. Maître Emma, commençons déjà sur les premiers points de notre émission parce que les 2 août, en République démocratique du Congo marque le début de la deuxième guerre du Congo, donc de la deuxième guerre du Congo, aussi mentionnée comme la guerre mondiale africaine. Ces jours-là, en 1998, la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD en sigle, attaqua la ville de Goma avec le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Ce fut le début du conflit le plus mortel depuis la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 6 millions de personnes ont été tuées, des millions de Congolais sont devenus les sujets des viols systématiques, des mutilations et d'autres formes de violence qui leur étaient infligées. Quoique la guerre soit officiellement terminée en 2003, les Congolais continuent d'être tués, enlevés et violés par des milices. Alors les droits internationaux définissent les génocides comme n'importe lesquels des actes suivants perpétrés dans l'intention de détruire entièrement ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. On pourrait parler des meurtres des membres du groupe, à tête grave, à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, etc. Et aussi la communauté internationale de son côté, sur cette base, a fermé les yeux sur la situation critique du peuple congolais. Les Congolais doivent donc prendre les choses en main à travers cette initiative d'IDEU donne l'opportunité à la communauté congolaise au Congo et dans la diaspora de connaître les génocides congolais, commémorer les vies que nous avons perdues et travailler sur des solutions plus qu'un jour, nous puissions obtenir la justice et la paix durable en République démocratique du Congo. Alors sur ce, nous allons poser certaines questions à Maître Emma Bosumbe parce que j'ai fait un coup d'œil, j'ai jeté un coup d'œil sur sa page Facebook où il a nié catégoriquement les génocides pendant la guerre des 6 jours à Kisangani. Là, nous sommes dans la province de Tchopo. Maître Emma Bosumbe, vous affirmez qu'il n'y a pas eu les génocides pendant la guerre des 6 jours à Kisangani. Cher Isaac, je peux toutefois dire ceci. Hein? Il faut qu'on précise les choses. Hein? Je rappelle d'abord que moi, je suis Lokili. N'est-ce pas? Je suis Lokili comment? Les papas est Lokili, la maman serait Topoké. Et vu ça, ça veut dire que c'est une question qui me touche en gros. Je suis là, mon Souboumé, je suis de l'autre côté. Alors, ce n'est pas pour chercher de buzz, mais pour retracer un peu de choses.
Ok? Si je... Parce que les gens peut-être ne comprennent pas trop quand j'affirme haut et fort qu'il n'y avait pas de génocide. Pourquoi? Vous venez de lire ça. Il paraît fort que vous avez fait les études du droit. Parce que vous avez extrêmement bien expliqué les choses. Comment ça? Vous voyez? Pendant les recherches, je ne suis ni juriste, ni un étudiant qui a fait les droits, mais je suis journaliste. Un métier qui nous exige beaucoup de choses pour ne pas parler d'être savant. Ah ben oui, hein? Moi je peux toutefois dire que vous êtes un savant. Pourquoi? Quand vous avez retracé des choses, quand vous étiez là en train de lire, vous savez, un mot qui revient à tout moment, groupe, c'est l'élément fondamental qui caractérise un génocide. Okay? Ça veut dire que le meurtre est sur les groupes. Meurtre pour un groupe religieux. Alors, on devrait d'abord se poser la question, parce que je peux toutefois dire que c'est l'article 6 du statut de Rome. Il faut admettre que la République démocratique du Congo fait partie aussi du pays membre de la Cour pénale internationale. CPI, oui. Voilà. Et tout à fait, pourquoi? Dans l'article 215 de notre Constitution, reconnaît un peu cette primauté. Ça veut dire que les traités et accords internationaux sont supérieurs aux lois. C'est encore un débat et bon, je vous épargne de tout ça. Alors, quand on parle des génocides, on devrait d'abord s'interroger, est-ce que la guerre de séjour de Kisangani, il faut rappeler, était pour quelle finalité? C'était pour... On a ciblé un groupe, ou c'était quoi? Mais si nous interrogeons l'histoire, nous allons éventuellement comprendre que cette guerre était pour des raisons économiques. Il n'y avait rien à voir, peut-être avec une guerre contre les Lendu, l'autre là des Turumbu, même des Lukile. Non, c'était des armées étrangères s'affrontent sous le sol congolais pour les intérêts économiques. Alors, face à cette situation, selon l'article 6 du statut de Rome, on ne peut pas parler du génocide. Je peux toutefois dire que, bon, moi je suis congolais, bon, par moment il faut dire des choses. Hein. Vous avez vu quand on a commémoré, vous avez vu les officiels venir. Je ne pense pas trop. À Kisangani? Ouais. Vous voyez, la première ministre et une équipe gouvernementale. Je parle ici le plan international. Vous avez vu, pour ne pas citer les Rwandais, quand on commémore le génocide rwandais, je ne fais pas l'apologie du Rwanda. Je donne seulement l'exemple simple. Et vous avez vu comment est-ce que les officiels se déplacent. Autrefois, vous avez vu même le président français admettre sa responsabilité. La responsabilité de la France sur le génocide rwandais. Pourquoi? Les gens ne nous prennent pas en sérieux parce que nous faisons des choses. Je ne parlerai peut-être pas que j'ai la maîtrise, j'ai le monopole. Mais si on lit l'article 6 du statut de Rome, vous allez voir qu'est-ce qu'on appelle génocide. Dans une guerre économique, on ne peut pas parler de génocide. On peut parler des crimes de guerre, on peut parler des crimes contre l'humanité, mais on ne peut pas parler du génocide dans une guerre économique. On parle du génocide dans une guerre à caractère, je dirais, quand on cible un groupe. Voilà ce que je peux dire, ce n'est pas pour faire du bien, mais pour retracer des choses. Il est peut-être... il n'est pas loin de corriger certaines choses. Voyez-vous, c'est pourquoi j'affirme. Les gens doivent faire la différence. Je ne nie pas qu'il y avait une guerre à Kisangani. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de morts à Kisangani. Mais j'ai dit au moins, selon la charte des Nations Unies, l'article 6 des statuts de Rome de ce pays, qui définit qu'est-ce qu'on appelle génocide. Est-ce que, maître, vous parlez de l'article 6 des statuts de la CPI. Pouvez-vous nous expliquer en détail les critères qui définissent les génocides selon ces contextes, maître? Comme je viens de le dire, l'élément fondamental du génocide, c'est les groupes. C'est-à-dire, dans une guerre de génocide, on cible un groupe. Je donne par exemple, je sais bien que vous êtes Ngala, non? Ah oui. Alors, si je ne dis pas qu'une guerre arrive à la Mongala ou à Bomba et tout et tout. Dans une guerre, par exemple, par impossible, parlons de l'imaginaire, une guerre qui se passe par exemple à Bomba, entre les Boudja et les Ngomé par exemple. Ah oui.
Alors, de tels types de guerres, c'est ce qu'on appelle génocide, parce que dans cette guerre-là, on a ciblé un groupe, par exemple, on veut exterminer tous les Boudjas. Ok? C'est ça, ça dit de telles formes de guerre. C'est ça qu'on appelle un génocide. On cible un groupe précis. Ça veut dire, si je reviens pour parler, je n'aime pas trop citer les Rwandais, mais on doit quand même faire des références. Ah oui, voyez-vous, les génocides rwandais basés sur quoi? Parce qu'il y avait une guerre entre les Tutsis et les Hutus. Voyez-vous, on a ciblé, on veut exterminer un groupe. En tout cas. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, selon vous, quel était l'objectif principal de cette guerre des 6 jours à Kisangani? Exactement, comme je l'ai dit, c'était une guerre économique. L'armée rwandaise et l'armée ougandaise s'est battue sous le sol congolais pour les intérêts économiques. Ce n'est pas pour exterminer un groupe, je répète. Voyez-vous, c'était pour des raisons économiques. Battons-nous, gagnons des richesses, faisons tout ce qu'on peut faire. Vous pouvez me dire que... Bon, c'est ce qu'ils disent que moi j'ai dit tantôt. Hein. Est-ce qu'ils peuvent me dire quel a été le groupe qui a été ciblé pendant la guerre des 6 jours à Kisangani? Ils peuvent nous dire. Surtout si ça, c'est ce que moi j'ai dit qu'il n'y avait pas. Mais selon la définition simple du dictionnaire, c'est une élimination physique. C'est qu'on a vu. Aujourd'hui, il y a des handicapés physiques à Kisangani qui ont d'ailleurs exprimé leur mauvais souvenir, triste anniversaire ces jours-là, maître. C'est ça que je peux dire, Isaac. Hein. Vous savez quoi? Voyez-vous, les termes juridiques. Hein, il faut que les gens puissent avoir cette... je ne vais pas utiliser des mots. Mais vous utilisez des mots termes juridiques. On va descendre. Il y a aussi des mots que vous avez évoqués. Vous aviez évoqué dans votre page, oui. on va y revenir. Oui, je mentionne, c'est ma page qui n'a jamais été piratée d'ailleurs. Voilà. Alors, les mots, les termes juridiques, ne se vérifient pas dans des dictionnaires. C'est ça aussi. C'est un défaut pour les Congolais. Un terme juridique se vérifie dans un lexique des termes juridiques. Maître Emma Bosumbe, quelque part dans votre publication, par laquelle j'ai pris beaucoup de temps pour la lire. En tout cas, merci et beaucoup, faire sortir des questions, parce que moi je suis souvent en ligne, aux réseaux sociaux. Nous utilisons ces canaux pour essayer d'informer les gens et s'acquérir des nouvelles comme ça. Vous évoquez une carabistouille. J'ai très bien prononcé, maître. C'est ça, c'est un mensonge. Une carabistouille et une calambredène. Ce sont des mots qu'il a évoqués concernant la notion de génocide à Kisangani. Oui. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là et pourquoi vous pensez que ce terme est approprié? Moi, je ne sais pas trop, c'est un mot. Hein, et, vous savez, les mots prennent l'essence. Hein, peut-être selon lequel, peut-être selon le contexte, hein, parce qu'il faut aussi dire que les mots, sans le contexte utilisé, devient un prétexte. Le mot peut-être par impossible. Ça veut dire que c'est un mot qui a choqué. Oui, carabistouille et camreden, ce sont des mots qui apparaissent un peu nouveaux. Non, pas forcément, ce sont d'anciens mots. Même à l'époque, au lycée Salomon, je crois, les professeurs utilisaient ça aussi. Et donc, c'est pour dire tout simplement, dans les contextes utilisés, que ça serait un mensonge public de nous dire qu'il y avait génocide à Kisangani. Alors, peut-être, si nous interrogeons bien, on peut éventuellement comprendre qu'il y avait peut-être des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et d'autres crimes qui relèvent de la compétence et de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire, on nous a trompés. On nous a menti. Je ne dirais pas peut-être mentir, mais ce qui est vrai, ça veut dire que les victimes sont là, l'histoire est réelle, qu'il y avait une guerre qui a causé beaucoup de tort. Mais je parle seulement du mot génocide, crime de génocide. Ça ne se marie pas avec le contexte de cette guerre. Vraiment. L'histoire est vraie qu'il y avait des morts, il y avait 2 armées étrangères qui se battaient sous le sol congolais. Comment expliquez-vous, maître, les accusations de crimes de guerre et des violations des droits humains qui ont été portés contre les forces impliquées pendant cette guerre des 6 jours à Kisangani? Ok, là, ça peut entraîner un crime contre l'humanité, par exemple. Ça ne serait pas un crime de génocide. L'élément fondamental, je répète, cher Isaac, c'est l'extermination du groupe. Quel est le groupe, disons même ethnique, qui se revendique sur cette guerre que nous, on a été victimes? Au Rwanda, on voit un groupe se réclamer. On a été victimes, c'est pourquoi nous sommes allés, la communauté internationale a demandé à la RDC d'ouvrir sa frontière pour nous accueillir. Voilà, c'est les groupes
qui a été maltraité de l'autre côté. Alors de chez nous, quel est le groupe? Ces 6 millions de personnes tuées ne faisaient pas partie des groupes. Peut-être le nombre est généralisé. C'est ce que moi j'ai dit, cher Isaac, c'est vous qui êtes journaliste. Et vous pouvez aussi nous dire que voilà, c'est un groupe qui se revendique trop sur cette guerre. Que nous, on a été ciblés. On a cherché à nous exterminer. En tout cas. Ouais. Comment peut-on alors garantir que les crimes de guerre ou des actes génocidaires ne se reproduisent pas au Congo et plus précisément à Kisangani? Donc, moi, je peux toutefois dire ceci. Ah oui. Et, vous savez, la guerre est naturelle là, et surtout, et nous qui avons des richesses et enviées par les autres, et je pense qu'il faut seulement organiser l'armée et aussi, vous savez, même les droits internationaux permettent à un État agressé, par exemple, parce que nous on n'a peut-être pas agressé, hein, mais c'est souvent nous qui faisons objet des agressions par les armées étrangères et tout. Et organisons l'armée et aussi ayons la capacité de faire ce qu'on appelle la légitime défense. Voyez-vous? Parce que je peux toutefois vous dire que les droits internationaux, c'est un droit des adverbes. Okay, c'est un droit des voyous, c'est un droit des bandits. Voyez-vous, c'est que la Russie est en train de faire à l'Ukraine. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on a fait essentiellement de M. Poutine? Ce sont seulement des adverbes, on condamne fermement, avec fermeté, avec ceci. Mais le même moment où Poutine est en train de faire des choses. Nous sommes attaqués par l'armée rwandaise. Quel a été l'effort? Qu'est-ce qu'on a fait de M. Kagame jusque-là? C'est ça les droits internationaux. Donc organisons l'armée, il y a une armée et des puissances capables à revendiquer toute attaque, à s'assumer. Ça va faire. Mais vous allez voir que quand le président Mobutu était au pouvoir, et vous avez vu, il y a des choses qui ne se faisaient pas parce qu'on reconnaissait quand même qu'il y avait une armée. Voilà, ce que moi je peux dire, c'est aux autorités de réorganiser l'armée et aussi de répondre automatiquement à toute attaque. Enfin, vous, Joseph Kabila l'a fait aussi avec Sassou. C'est ça, la légitime défense, c'est un droit inhérent. Quand un pays agressé, on doit revendiquer. Même s'il y a des maudits, il faut que l'attaque soit proportionnelle et dans l'imminence aussi. Mais nous devons être capables à repousser l'ennemi. Voyez-vous ce qu'on voit, Corneille Nangaa a des histoires ici parce qu'on voit que c'est compliqué. Maître et moi, on évolue très bien dans notre émission, mais nous voulons juste savoir les conséquences pour les victimes et la société congolaise en général de refuser de qualifier les événements de Kisangani de génocide. Ouais, effectivement, vous avez épinglé un point très important, voyez-vous. Ça veut dire que d'abord l'État devrait qu'on puisse avoir une loi qui, quand vous méconnaissez qu'il y avait par exemple le génocide, je ne parle pas du génocide de Kisangani. Il n'y a même pas une loi de méconnaissance de ce génocide. Pourquoi? Parce qu'il faut incriminer ça à une loi. Si vous refusez qu'il y avait génocide en RDC, voilà, sont des sanctions telles pour toi. Mais qui peut nous expliquer qu'aujourd'hui, si quelqu'un s'est réveillé un certain matin, peut-être qu'on me mettrait de tous les mots que je refuse, il n'y a pas d'incrimination. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une loi qui accompagne cette mesure, cette qualification de l'acte cruel. Voyez-vous, même les Rwandais, il y a toute une loi. Quand vous méconnaissez, vous voyez, c'est pas facile que le président Macron est venu reconnaître la responsabilité de la France. Parce qu'il y a une loi. Quand vous méconnaissez qu'il n'y avait pas de génocide au Rwanda, et il y a des poursuites automatiques de ne pas pouvoir reconnaître qu'il y avait ce génocide. Mais de chez nous, on fait les choses. Bon, on doit corriger peut-être. Nous leur encore dans la chance, il doit corriger. Des questions d'actualité pour passer à autre point. Comment la justice internationale serait-elle positionnée sur la question du génocide à Kisangani, maître? Non, ben, vous voyez, c'est ça. Ça veut dire que il faut que le gouvernement et les autorités, disons, initient des lobbying, des histoires. Et nos historiens aussi, ils doivent beaucoup écrire, ils doivent aussi faire des choses pour que ça soit reconnu sur le plan international. Parce qu'il faut dire qu'il faut soutenir les accusations. Quand vous portez de choses, il faut soutenir, il faut documenter. C'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment des documentations sur ce qu'on appelle génocide de Kisangani? Eh bien, cette question a été enseignée par nos enfants, de l'école primaire. Vraiment? Je ne pense pas. Une fine pour ces points, maître. Des génocides
vous avez un conseil à donner à la population congolaise et surtout à nos téléspectateurs qui nous suivent en ces moments? Les conseils dans le sens de ces génocides. Bien entendu, oui. Moi, je peux toutefois s'adresser à l'État, tout simplement, qui organise son armée, qu'on puisse avoir une armée de puissance et on doit imposer aussi le respect. Et pour vous dire quoi, même ça, l'Ouganda a aussi, peut-être il me semble réparer aussi, hein, il a décaissé l'argent, c'est aussi un sérieux problème, ok? Parce que de tels cas relèvent de la compétence de la Cour internationale de justice, hein. Mais il y a aussi un blocage sur ça parce que vous pouvez amener un État par devant la Cour internationale de justice. Il faut que cet État-là reconnaisse la compétence de la Cour. C'est pourquoi vous voyez, l'Ouganda a reconnu la compétence de la Cour internationale de justice, mais le Rwanda l'a méconnu. Pourquoi il n'y a pas un procès contre les Rwandais, mais l'Ouganda quand même a commencé à réparer. C'est ce que je peux dire. En général, le ministre de la Justice n'a pas le pouvoir de suspendre les magistrats. Les magistrats sont des fonctionnaires indépendants et leurs indépendances essentielles au bon fonctionnement des systèmes judiciaires. Cependant, il existe des exceptions sur ces points. Dans certains pays, le ministre de la Justice peut avoir un pouvoir de suspension temporaire, notamment en cas de faute grave ou d'urgence. Maître Emma Bossoumbé, le ministre de la Justice n'a pas le pouvoir de suspendre un magistrat. C'est vous qui le dites. Oui, je le confirme. Vous n'avez pas changé d'avis jusque-là. Je le réintère. Il n'a pas. Moi, je préfère mieux parler de la. Il n'a pas la compétence. Il n'a pas la compétence. Oui, il n'a pas la compétence. Mais pourquoi l'indépendance des magistrats est-elle essentielle au bon fonctionnement du système judiciaire? Ben oui, hein, ben oui. Les magistrats doivent être indépendants. Ok. Il faut faire la différence entre les magistrats du parquet et les juges, les ministères publics et les juges, bien que tous sont des magistrats. Mais parlons de la compétence. En droit, la compétence est toujours d'attribution. Ça veut dire que l'incompétence, n'est-ce pas, est la règle. Et la compétence est une exception. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a un sérieux problème de ce que je peux dire l'hybridisme du parquet congolais. Okay. Est-ce que le parquet fait partie de quel pouvoir? Pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif ou bien pouvoir législatif? Bon, je dois quand même placer un mot. Le parquet ou bien les magistrats sont gérés par un corps qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ce corps-là qui est le garant des magistrats. Okay? Alors, le ministre, n'est-ce pas, fait partie de l'exécutif du gouvernement. Mais les magistrats font partie des judiciaires et gérés par le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, le principe est simple, la séparation de pouvoir. Chaque pouvoir est indépendant par rapport à l'autre partie. Comment est-ce qu'un ministre qui fait partie de l'exécutif peut avoir le pouvoir de devenir aussi membre en part entière judiciaire? Je pense que vous faites allusion, par exemple, de ces communiqués-là. Vous savez, c'est quand ces communiqués est apparu à la toile. Moi, j'ai la première idée qui était en tête, je me suis dit, ben écoutez, on l'a faussement attribué. On a eu à échanger avec les amis. Nous sommes allés dans le site officiel du ministère. J'ai trouvé les communiqués. C'est par là que j'ai pris ma lunette juridique pour vérifier réellement qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est toujours cette lunette? C'est ce qui est visible ou non. Elle est invisible? Admettons, des lunettes juridiques. Voilà. Ça veut dire que j'ai commencé à lire minutieusement. J'ai allumé même toute une bougie pour voir si réellement ça revenait du ministre. Je vais te comprendre que c'est le ministre. Alors, on lisant les communiqués. Je pense que vous avez lu avec moi aussi. Ah oui. Le communiqué a été plus savant. Pourquoi? J'aime pas parler des... Je mets tout quiconque a des filles ou bien on venez écouter, mais si on dit... Ça, moi, je préfère pas utiliser ça. Vous allez voir que le ministre a été plus savant. Il a dit le mesure suivant, si après ont été prises en... Il n'a cité personne, il n'a cité même pas l'autorité qui a sanctionné les magistrats.
Parce qu'il sait que tout le monde sait, les magistrats, c'est les conseils supérieurs à la magistrature. Donc le ministre n'a jamais suspendu un magistrat parce qu'ils n'en ont pas les pouvoirs. Ok? Mais c'est le conseil supérieur à la magistrature qui a suspendu des magistrats véreux. Et le ministre vient à son communiqué parce qu'il faut, c'est un ministre de la justice et garde des Sceaux. Il a publié un communiqué sur ça, en disant, tout en créant les mesures ci-après ont été prises. Ce communiqué n'a jamais dit que j'ai suspendu ou le ministre de la Justice a suspendu les magistrats, non. En tout cas. Voilà, mais en cas de faute grave, maître, commise par un magistrat, quelles sont les procédures disciplinaires qui peuvent être engagées à son accord? Pour magistrat viré, il faut les déférer. Moi, j'ai déféré même des magistrats aussi, et par devant les conseils supérieurs à la magistrature. En tout cas. Oui, vous les déférez parce que c'est il va passer à un procès. Et on va l'interroger, et vous aussi, vous avez droit d'assistance. Vous allez vous présenter, vous voyez des preuves et vous attendez la prise de décision. C'est-à-dire aujourd'hui, aux médias, aux journalistes et à la population, de ne plus parler que Excellence Constant Moutamba a suspendu les magistrats. Non, ça. Donc le ministre de la Justice a suspendu bien sûr les magistrats. Non, ça c'est un faux, ce sont des histoires comme ça, les gens... bon, écoutez, on peut avoir des yeux, mais on ne va pas de même manière. Ce qui est vrai, les ministres sont communiqués, n'ont jamais dit qu'il a suspendu des magistrats. Parce que lui-même, il faut dire qu'il constate, le ministre Excellence et tout, c'est quelqu'un que je connais aussi, c'est un très grand juriste, c'est un bon avocat aussi. Et nulle part, il a pris cette décision à suspendre. Il sait bien qu'il n'en a pas le pouvoir. Mais le problème, c'est quoi? On constate qu'il y a un certain nombre d'agissements entre le magistrat et le ministre de la Justice. Vous, ça risque à nous amener dans ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Où ça devient très compliqué. Ça veut dire qu'on voit, quand il y a des bras de fer. Mais moi, je comprends tout simplement que le ministre est un avocat de profession, parce qu'il faut dire quoi? Les magistrats, je ne dis pas qu'il y a toujours des mauvais magistrats, mais il y a aussi des bons. Mais souvent, nous, avocats et les magistrats, leur manière de faire les choses nous préjudicie beaucoup. Voyez-vous, vous emmenez peut-être un client, et les magistrats prennent même l'audace d'appeler les clients à votre absence. Il dit des choses. Je ne dis pas tous les magistrats, mais il y a d'autres. Il dit des choses. Avocats, ce sont des aventuriers. C'est moi qui aide. C'est moi qui ai juge de la détention. Et voilà, je peux te faire ceci. Voilà, tu me donnes la main. Quelquefois, vous êtes agressé, hein? Non, ben, il y a par les magistrats. Oui, effectivement, il y a un certain comportement de certains magistrats. Voyez-vous, il y a... Je peux toutefois vous dire cette année. Voyez-vous, il y a d'autres magistrats, vous êtes d'accord avec lui qu'il n'y a pas infraction. Mais vous dites tout simplement, bon, maître, infraction, ça la monte, mais il y a un $100. Monsieur le procureur, il n'y a pas infraction. Mais c'est quoi ces $100 ici? Moi, je comprends l'attitude du ministre, il veut taquiner les magistrats, mais le ministre doit aussi calmer quand même les esprits. En tout cas, non, moi, je comprends que le ministre taquine souvent les magistrats étant avocat, stressé par les magistrats, il essaie un peu de taquiner. Dans certains pays, le ministre de la Justice a un pouvoir de suspension temporaire. Maître, pensez-vous que cette pratique est acceptable? Je pense que oui, ça. Pourquoi? Parce que je rappelle à l'époque la loi Sakata Eminaku qui a été vilipendée par la population et tout. Moi, j'étais d'avis. Ok. Je peux vous dire ceci. Le ministre, selon les droits positifs congolais, a un droit de regard dans tous les parquets. C'est ça que j'avais peut-être oublié. Parce que c'est ça que je parlais du sens du brédissement du parquet congolais. Bien que le ministre fait partie des pouvoirs exécutifs, mais la loi reconnaît un ministre de la Justice et garde des Sceaux un pouvoir d'injonction dans tous les parquets sur les sols congolais. C'est-à-dire quoi? Le ministre peut donner injonction à un magistrat. Mais attention, le magistrat n'est pas lié à l'injonction du ministre de la Justice. Quand je parle de l'injonction, ça veut dire quoi? C'est qu'on a vu. On vient de tabasser un avocat
À l'Omami, c'était ça, vous qui êtes journaliste. Ah oui. Le ministre, les avocats sont venus de chez le ministre. Et le ministre a donné injonction au parquet de se saisir d'office du dossier. Voilà, c'est pourquoi on s'est saisi d'office et le général est interpellé et il y a un procès sur ça. Ça veut dire que le ministre a les pouvoirs d'injonction. Mais le magistrat n'est pas lié à ces pouvoirs. Je reviens. Voyez-vous les cas Vital Kamerhe, hein? C'est le ministre de la Justice à l'époque, Tounaka Sena, qui a instruit au parquet de voir et puis qu'est-ce qui se passe sur cette histoire-là. C'est pourquoi le parquet s'est saisi d'office et le magistrat a émis un mandat de comparution à Vital Kamerhe et il est venu sans une plainte préalable de qui que ce soit. Voyez-vous, c'est ça le pouvoir d'injonction. C'est-à-dire, écoute, pousse, faites ceci. Maître, quels sont les risques liés à une ingérence excessive du pouvoir politique dans le fonctionnement de la justice? Effectivement, parce que si je m'abuse, l'article 150, c'est l'UNIAD, hein, je crois, dans l'exercice de ses fonctions, les magistrats n'a que l'autorité et la loi. C'est ça ce qu'on parle de quoi exactement les droits d'ingratitude des magistrats. Vous les nommez, mais il n'est pas lié. Okay? C'est-à-dire que les magistrats doivent peut-être travailler, quand je parle magistrats, du parquet, les juges aussi, doivent travailler dans toute indépendance, d'éviter les immixtions politiques. Et on nous a dit même à l'époque que c'était le professeur Marcel Yaou qui avait répondu à l'époque au président Mobutu. Tu peux corrompre Marcel et non Liaou. À l'époque, c'était ça. Ça veut dire je ne suis pas lié. Vous avez déféré un délinquant par devant nous, mais laissons-nous le temps de faire des choses. S'il n'y a pas infraction, en tout cas, ça ne vaut pas la peine. On n'ira pas. Les arrêts ne sont pas un service pour les politiques. Ils ne sont pas un service. Ça veut dire que c'est juste un rappel parce que tous les magistrats savent qu'il a l'autorité qui est la loi. Et il doit travailler dans toute indépendance. Donc voilà. En tout cas, c'est une forêt un peu dense que nous y sommes actuellement. En tout cas, très chers téléspectateurs, soyez toujours avec nous parce que nous voulons découvrir des choses. Et à travers la Moana Mongala TV, vous ne serez jamais déçus et vous aurez beaucoup de matière. Maître, actuellement, nous sommes au niveau des questions d'actualité. Maître Emma Bosoumbe. En tout cas, je vous félicite pour votre rhétorique et aussi la maîtrise de la matière. Nos téléspectateurs sont très d'être enseignés aussi à un moment. Qu'en pensez-vous, Maître Emma, du débat actuel sur la réforme de la justice? Bon, vous savez, c'est aussi ça. J'ai peut toutefois que moi, je suis réformiste et en même temps normativiste aussi. Je suis partisan du réforme. Mais je pense qu'en ce qui concerne les réformes, on ne doit pas faire des choses avec nos états d'âme, okay? Mais avec une âme d'État. Ça veut dire qu'il faut mieux faire les choses. On est tous d'accord qu'il y a toujours des histoires de l'autre partie. La responsabilité est faite aussi. Même nous, les auxiliaires de la justice aussi, avocats, nous avons aussi nos habits. C'est comme un magistrat qui vient me dire pas plus tard qu'avant-hier, il me dit, écoutez maître, vous êtes encore jeune, vous savez que vos prédécesseurs éventuellement, souvent, minimako tabanda quoi, à cause de vos histoires, aussi ses clients jusqu'à la fin. Et il a compris qu'il est bloqué à un certain niveau. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pourquoi on nous appelle même des conseils. Mais désolé, la profession est comme elle est. Alors, on doit réformer, on doit toucher certains points. Moi, je suis d'accord que, en dehors des droits de regard sur les magistrats, en tout cas, les ministres doivent avoir aussi d'autres compétences. Non seulement à s'ingérer de manière directe. En tout cas, Maître Emma, vous êtes avocat. Excusez, en ce qui concerne aussi des réformes aussi, il faut, bien que nous parlons de magistrats, il faut aussi penser à leurs conditions de vie, même si je suis avocat. Mais il y a des magistrats, actuellement, nous voyons des choses, on les a nommés, il n'y a même pas frais d'installation, les magistrats s'amènent des choses de la maison dans leur cabinet.
Vous arrivez, je peux toutefois vous dire, nous qui sommes praticiens, vous arrivez, il n'y a même pas de papier. Pour auditionner votre client, le client fait sortir encore de l'argent, il achète des papiers, des histoires, il n'y a pas de stylo, il y a des histoires. Ici, il s'agit aussi des réformes, qu'on voit aussi leur manière bien, leur vie, des histoires. Donc, pas plus tard, j'ai été désolé, on dit le magistrat a été permité quelque part, et il est parti sans frais de mission, sa femme a pris les bateaux et chaviré avec ses enfants. Qu'est-ce que l'État a pensé à ça? Est-ce que l'État est au courant de ça? Voyez-vous, ça veut dire qu'il y a partout qu'on doit reformer. En tout cas. Ouais. Merci beaucoup, maître. Avez-vous déjà confronté une fois à une situation où l'indépendance de la justice a été menacée, maître? Oui, c'est presque chaque jour. Hein. C'est presque chaque jour. Presque chaque jour. Oui. Actuellement, vous savez, je peux vous dire que je dois dénoncer cette pratique. Hein. C'est aussi notre rôle, vous savez. Ça se passe dans votre barreau? Les barreaux, c'est la gestion des avocats. Et peut-être, dans les juridictions, vous voulez dire peut-être. Bon, disons. Ouais. Bon, c'est une pratique que même les avocats semblent légaliser. Vous plaidez un dossier et l'affaire est prise en délibéré. Vous allez encore chercher l'argent pour la composition. Ça veut dire que si vous ne donnez pas cet argent, en tout cas, la composition ne peut pas être de votre faveur, même si les droits étaient clairs. Ça veut dire, on appelle ça, il y a d'autres avocats qui disent à leur client, il faut que ça manque en motivation à juge. Mais c'est une pratique illégale. Mais ça s'installe pour vous dire que l'indépendance pose problème. Il y a même des avocats qui partent négocier un ministère public, bien sûr, au nom de l'unicité, parce que les parquets 1, qui partent négocier un ministère public qui va siéger dans son dossier. Même le ministère public aussi, il y a aussi des magistrats qui, quand vous êtes par devant le tribunal, quand ils voient que l'autre partie, le client a de l'argent, il donne l'avis à votre faveur. Et par après, il envoie son petit, Voyez-vous, ça veut dire qu'il y a beaucoup de soi qui posent problème à l'indépendance. Et les politiques aussi doivent enlever, doivent se délier. Même si, pour dire tout simplement que les parquets hiérarchisés aussi, et même les chefs hiérarchiques aussi. Je donne par exemple un chef hiérarchique des magistrats, quand il appelle dans un dossier, il dit, bon, tu abandonnes, il est dans l'obligation d'abandonner. S'il les refuse, c'est la subordination qui peut être toutefois subie. La subordination, ça veut dire que les refus doivent appeller aux injonctions des chefs directs. Il peut courir des sanctions. Voilà, c'est ce que je peux dire. Allez, quel conseil donneriez-vous, maître, à un citoyen congolais, par exemple, à Negro, Ambassador, à Jérémy Lindongi, ou un Congolais qui se retrouve face à une injustice ou une corruption judiciaire? Ouais, face à vous allez comprendre que personne ne peut accepter l'injustice. Mais il faut espérer, il faut dénoncer toujours, comme je l'ai dit tantôt. Et il faut prendre le courage de déférer certains magistrats par devant les cours et tribunaux aussi. Il faut avoir aussi le courage de déférer même les avocats. Nous sommes liés par un serment, c'est ce que j'ai souvent dit, aux avocats. Et surtout nous, je parlais de nous sommes liés par un serment. On doit respecter notre serment. Des choses, on a mes consciences qu'on devrait peut-être défendre les causes. Donc, je peux dire, vous parlez des citoyens normaux, prenez le courage, osez, ça peut aller. Je vous ai dit, moi, il y a déféré des magistrats. En tout cas. Vous voyez, on est novice, on est jeune et tout, mais on fait de grandes choses. Parce qu'on n'a pas la peur. Même vous qui êtes là face à une injustice, vous n'allez... Cher ami, il ne faut pas tolérer l'injustice. On n'est pas des sous-hommes. Il faut toujours, l'injustice, il dénonce l'injustice. Il faut prendre le courage de déférer. En tout cas. Atterrissons dans la fraîcheur et... Très chers téléspectateurs, la vision de cette chaîne est de voir autrement la province de la Mongala. Bien sûr que c'est une source d'information en ligne. Maître Aimant, nous venons d'avoir actuellement le nouveau gouvernement dans des provinces. Chez nous, à la Mongala aussi, il y a un nouveau gouvernement provincial composé des
des 10 ministres, mais c'est un gouvernement qui, en tout cas, un gouvernement qui se distingue par les marques des... Ça s'appelle comment? Moi, c'est dans mon bali. Ben oui, hein, à vous les journalistes. Il n'y a qu'une seule femme et qui est d'ailleurs actuellement en mission à Matadi, Excellence Pierrette Liaou. Je vous salue depuis Matadi où vous représentez la Mongala. Maître, dans la Mongala actuellement, les jeunes sont coiffés, pour ne pas dire involontairement, par tas d'une décision. Semblerait-il que c'est la décision du gouverneur de la province, parce que jusque-là, on n'a pas une lettre, un courrier, on n'a pas un communiqué de presse, mais juste on a quand même des déclarations des habitants de cette province. Alors, quant à vous, parce que la Mongala a beaucoup de défis à relever, est-ce qu'il a fallu toujours commencer par cette décision et comment justifiez-vous cette décision du gouverneur? Voilà, je comprends la manière la plus savante que vous abordez les choses. Il y a beaucoup de défis, cher ami. Il y a beaucoup de défis dans cette province-là. Oubliée, une province aux oubliettes, une province reculée parmi tant d'autres. Est-ce qu'il faut vraiment commencer par là? Bon, je ne dois pas vraiment émettre un avis parce que il a posé quel acte, je ne sais pas par quelle manière que les autorités compétentes se sont saisies d'office des dossiers, comment ça à couper de cheveux. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur ça. Mais de manière un peu basique, hein, je peux dire que de quelles dispositions qu'il a. Parce qu'il faut faire beaucoup d'attention. C'est ça qu'on appelle l'atteinte à l'intégrité physique. En tout cas. Ouais. C'est l'atteinte à l'intégrité physique. Peut-être les cheveux amènent les jeunes à devenir des délinquants parce que souvent on dit des petits délinquants qui deviennent des criminels. L'apparence aussi, même des filles, les colas sont déchirés, c'est ce que l'on sous-entend dire au niveau de la Mongala. Bon, le problème, et ça c'est un problème. Bon, moi je suis un légaliste. Hein, c'est une réforme culturelle, c'est pour... je ne sais pas moi comment vous qualifiez cette décision. Bon, un peuple acculturé est appelé à disparaître aussi, et on doit admettre aussi nos valeurs, et on n'a pas appuyé aussi des bêtises. Mais juridiquement par là, il faut faire beaucoup d'attention parce que l'atteinte à l'intégrité physique, c'est aussi une incrimination en droit positif congolais. Mais aussi bien le maire, c'est aussi, ok. Et il y a aussi l'attentat lapidaire. Bon, je ne pense pas aborder des infractions de cette manière. En tout cas. Mais s'il prend cette mesure-là pour le salut public, mais il doit quand même cette mesure-là accompagner, par exemple, de quelques actes qui peuvent poser si le plan juridique y appuie. Alors, quelle est la conséquence juridique si ces agents-là, quand ils coupent les cheveux, ils coiffent les cheveux à ces enfants-là, que la personne meurt pendant l'opération. Et quelle serait la justification? Il va justifier quoi exactement? Quel est le soubassement? Quelle est la base légale? Quel est l'acte du gouverneur qui vous couvre à poser de tels actes? C'est ça aussi. Mais on doit reconnaître aussi que la manière que nos filles s'habillent, ça nous amène dans un autre monde. En fait, je peux vous dire tout simplement, surtout les gens qui sont sensibles et pas nous. Vous épargnez même. Non, moi... en tout cas. Non, le ministre et le gouverneur, d'ailleurs c'est par là, et je salue bon vacances parlementaires, c'est ça, et à l'honorable Prosper Motama, l'homme du développement, l'homme du terrain, et voilà, l'homme qui maîtrise la Mongala, il vous parle des ponts, c'est comme si tout est un ordinateur. Je pense que je lui dis coucou à sa femme aussi, la grandière de l'autre côté, bon séjour, pour vous dire que les gouverneurs, c'est vrai, on peut prendre des décisions impopulaires, oui, exactement, mais c'est quoi sa finalité? Il veut quoi exactement? Il faut faire beaucoup d'attention aux décisions des autorités. Ça peut être un conflit personnel, mais ça le ramène. Je ne dis pas qu'il a un problème avec une fille, par exemple, et des histoires, mais je pense que ça ne se justifie pas
peut-être, bon, on doit peut-être s'enquérir de la situation, savoir des pistes, mais cette pratique-là peut vous amener à l'atteinte à l'intégrité physique, ça peut vous amener à ce qu'on appelle même l'attentat lapidaire aussi, parce que quand on déshabille une fille, c'est ça. C'est bien que la fille, par son habillement, a causé peut-être le meurtre, hein, mais il ne vous a pas dit de venir toucher. Si vous êtes victime, c'est la justice. Mais quand vous venez là pour la déshabiller, c'est ça l'attentat lapidaire. Toutes ces filles-là, je les encourage. Il y a des avocats de l'autre côté. S'il y avait un acte pris par les gouverneurs à là dans ce sens, on peut toutefois l'attaquer dans des juridictions administratives. Et il doit justifier dans des juridictions administratives et pourquoi, qu'est-ce qu'il envoie à faire ceci, et ça représente quoi, et les filles aussi victimes de l'attentat lapidaire peuvent aussi se saisir, parce qu'on ne peut pas quand même dire, dis-moi si c'est vrai, on déshabille nos filles, nos mamans, tout justement parce qu'elles s'est habillée en cola. En tout cas. Ça, c'est inadmissible. Hein? Personne peut. Elle est unique cette décision. Absolument. On peut dire que c'est une décision vraiment unique. C'est une décision populiste. Ça n'a aucune finalité, je peux vous dire. Ça n'a aucune finalité. Ça va aller où? Ça va aller où? On déshabille des filles. Vous trouvez ça normal? Si c'est réellement ça. C'est choquant. On déshabille des filles parce qu'ils laissent habiller en cola. Très cher téléspectateur. Que dire des personnes ici qui détournent des millions ici? Des gens qui détournent des millions. La criminalité, il y a des criminels dans les sangs. Il y a des criminels. Les criminels, ça veut dire les circonstances de la vie la rendent des criminels. C'est pas question de laisser chever, c'est pas question de porter de cola qu'on devient border, des histoires ou criminels, non. On doit beaucoup réfléchir. Vous savez, le problème, c'est quoi? Cultivons nos mentalités, n'est-ce pas? Oui. Peut-être, je ne m'attaque pas au gouverneur, je condamne l'acte fermement. Quand même, oui. Non, mais il faut mettre un point de vue, on condamne fermement. Ok? Et pourquoi ce sont des mêmes filles qui arrivent à Kinshasa s'habillent comme ça? Là, ça ne dérange pas. Il peut aller voir les autorités avec cette tenue. Si elle rentre à la Mongala, on la sanctionne, on le déshabille. Donc moi, comme je suis ici à la Mongala, je ne devais pas marcher. Mais c'est terrible alors. Non, c'est l'esclavagisme. Donc pas de sortie quoi. Non, mais ça se pratique, c'est de l'esclavagisme. Interdit par les droits de l'homme, la charte universelle des droits de l'homme interdit, il y a nos lois. Vous prenez quelqu'un, une personne normale, si c'est vrai ce que vous dites, vous êtes journaliste, je ne doute pas. Je ne veux même pas aussi demander vos sources parce qu'on ne peut pas demander à un journaliste. C'est vrai, c'est comme si vous analysez et vous répondez aussi avec des inquiétudes, maître. Mais je vous dis ce qui se passe à Bumba, ce qui se passe à Lissala, à Bongandanga, donc dans l'ensemble de la province. Non, vous prenez quelqu'un normal, père des familles, disons, parce qu'il a achevé, vous prenez c'est comme si c'est ça. C'est de l'esclavagisme, tout simplement. Vous voulez quoi? Vous pensez que l'esclavagisme, c'est mesure seulement, vous prenez, vous les donnez un travail forcé, des histoires? Non. Cette pratique-là, c'est condamnable. Pourquoi? Non. Sensibilisons la population et amenez-les dans leur responsabilité et non toucher à leur intégrité physique. Ça ne serait pas une bonne chose. Sinon, c'est ça que moi j'ai aussi à comprendre ici. C'est comme si les gouverneurs n'ont rien comme ce qu'on appelle les devoirs de redevabilité par la population. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, ce sont les députés provinciaux qui les ont. C'est comme les sénateurs. Tout on a pendant la somme de la population. Non, mais avec mes moyens, je rappelle que je ne m'attaque pas au gouverneur Makaka. C'est quelqu'un que je connais aussi de loin. D'ailleurs, je le félicite aussi avec son gouvernement qui est même si, bon, ce qu'on a semblé regarder, il y a des nouvelles figures, ça veut dire qu'il a pensé. Et 80% aussi, il y a des juristes. Hein. Dans les gouvernements ben oui, il y a de la Mongala. Je ne vois aucune ancienne figure, je ne sais pas si c'était quoi aussi, bon. C'est son pouvoir discrétionnaire quand même. Mais donc voilà. C'est-à-dire que c'est comme si les gouverneurs, les sénateurs, parce que ils sont élus par une élection de second degré. Forcément. Parce que j'ai doute fort qu'un député peut blaguer comme ça, et perd des familles. Et même si ces jeunes-là, désœuvrés, disons, c'est la responsabilité de l'État. Avant de passer à ça, moi je pensais peut-être que si c'est vrai, on crée un édit provincial peut-être, on a là dans ce sens-là. En tout cas. Mais il serait toujours attaqué par des juridictions administratives parce que c'est une décision unique, je peux vous dire, simplement.
La décision. Au XXIe siècle, de telles pratiques, ça passe pas. Aller dans des droits musulmans, ça c'est autre chose. Nous sommes dans une famille romano-juridique, un droit écrit. Non, on ne peut pas faire des choses. Aller dans des droits comme love, oui, ben, dans chez nous, moi je pense que c'est ça aussi, ça fait partie de l'atteinte à l'intégrité physique, et que ce n'est pas une norme normale, qui est dans l'élément fondamental de la charte des Nations Unies des droits de l'homme. Moi je pensais peut-être même, alors il n'a pas pensé aux homosexuels par exemple, de l'autre côté. Les homosexuels? Ouais, de l'autre côté. Peut-être Bazaté. Kuna? Ouais. Ah, vous êtes sûr? Peut-être. Ouais, si c'était Kuna, ça dit vous avez des preuves, maître. Non, j'ai... Eh bien, mesdames et messieurs, nos très chers téléspectateurs, les plaisirs étaient tellement réels de recevoir dans ces plateaux Maître Emma Bosoumbe, très bien habillé. Et vous aussi, cher. Merci beaucoup pour avoir honoré notre invitation, maître. Nous sommes à la fin. Votre dernier message aux téléspectateurs et surtout Bana Mongala, Obazota Labiso et le monde ati. Oui. En tout cas, je dois d'abord remercier l'Éternel parce qu'il nous a permis, c'est sa grâce. Et je dis aussi merci à vous d'avoir pensé à moi. Et c'est un honneur pour moi qu'il y a des gens comme vous qui me lisent sur les réseaux sociaux, disons, là où on s'exprime. Et je dis aussi merci à l'équipe qui est par devant nous. Et ingénieur Caleb Aoundou. Ingénieur Caleb Aoundou. Ingénieur Negro. Merci à vous, merci à tout le monde. Que Dieu nous bénisse et merci au plateau qui m'a accueilli. En tout cas, venez. Voilà, c'est un très beau cadre qu'on ne peut pas imaginer. Hein. Sincères félicitations à vous. Hein. Merci. Voilà, merci. Ah. Je salue ma mère biologique, qu'elle est de l'ancienne, mon père et Romain Bosoum et les amis, et on dit quoi, et voilà, et tout le monde, Honora Prosper, sa femme aussi, la sœur Jomat, et mon mentor aussi, Maître Patrick Mondongou, là, c'est des droits, voilà, et le pasteur Josué Masoumouk, de l'autre côté aussi, un grand messier, un grand avocat, et voilà. Merci. Et voilà, très chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission riche en débats et analyses. Aujourd'hui, nous avons pu aborder des sujets d'actualité brillants, notamment la controverse sur la qualification des événements de Kisangani et les limites du pouvoir du ministère de la Justice, soit du ministre de la Justice, pardon, en matière de suspension des magistrats et la décision controversée du gouverneur de la province de Mongala concernant la parasse des jeunes. Maître Emma Bosoumbe, notre invité de marque, a apporté un éclairage précis sur ce sujet, éclairant nos réflexions et ouvrira de nouvelles pistes de réflexion. N'oubliez pas de rester connecté avec Mwana Mongala TV. Nous sommes là à votre disposition. Venez, on est là, on va travailler, on va vous recevoir comme il faut et comme il se voit. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Mwana Mongala TV. Et aussi merci au grand travail abattu par les réalisateurs à qui j'appelle puissants et professionnels, ingénieur Caleb Aoundou, le patron de Sky Group, agence de communication visuelle. Si vous avez des cérémonies d'anniversaire, de la fête des mariages, des conceptions des affiches professionnelles, n'hésitez pas à lui contacter et son numéro est là dans la barre des tâches. Alors merci à vous et on se retrouve très prochainement.